Cette loi a un ensemble de dispositions portant sur les personnes ressources autour de l'enfant protégé, ce que nous avons regroupé sous le titre Une volonté de mobiliser, de préserver et de développer les ressources autour de l'enfant protégé. Sans être exhaustif, on peut retenir que certaines dispositions de la loi ont pour objectif de préserver les ressources existantes dans l'environnement de l'enfant, par exemple en réaffirmant le principe de non-séparation des fratries, en consacrant légalement certaines pratiques qui favorisent le maintien de l'enfant dans sa famille, comme l'action éducative en milieu ouvert renforcée, ou le maintien de l'allocation de rentrée scolaire à la famille lorsque l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance continue à résider au sein de sa famille. D'autres dispositions ont pour but de prioriser l'accueil de l'enfant auprès d'un membre de la famille ou d'un tiers digne de confiance, de développer cet environnement, l'environnement autour de l'enfant, notamment avec les dispositions relatives au parrainage, au mentorat ou à la désignation d'une personne de confiance majeure. Et c'est sur ces 4 derniers points que nous allons revenir plus en détail maintenant. Alors d'abord, l'accueil de l'enfant chez un proche est privilégié en assistance éducative à travers plusieurs dispositions de l'article 1 de la loi. Alors d'abord, il est rappelé incidemment dans ce texte que, sauf urgence, l'audition de l'enfant capable de discernement est obligatoire avant de décider de son placement. Je ne m'attarde pas là-dessus puisque c'est le rappel d'une généralité et que nous reviendrons un petit peu plus tard sur la question de l'audition de l'enfant. Mais surtout, cet article prévoit expressément, sauf urgence, une obligation d'évaluer les possibilités d'accueil chez un membre de la famille ou dans l'entourage de l'enfant avant tout placement que l'on peut appeler, pour le dire vite, institutionnel, c'est-à-dire auprès de l'aide sociale à l'enfance ou directement auprès d'un établissement habilité ou d'un établissement sanitaire ou d'éducation. La recherche d'un maintien de l'enfant auprès de sa famille élargie ou de personnes ressources dans son environnement, c'était déjà un principe présent dans le Code civil avant cette loi et d'ailleurs conformément au droit international. Malgré cela, plusieurs recherches, le défenseur des droits également, ont souligné la sous-utilisation de ces modes d'accueil en France et identifié que cela tenait notamment à des évaluations qui minorent ou méconnaissent l'environnement de l'enfant. Le nouveau texte vise donc l'obligation d'une évaluation. Alors, le texte dit par le service compétent des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant, terminologie que nous connaissons, et évaluation de la possibilité d'un accueil donc, par un membre de la famille ou par un tiers, et ce en cohérence avec le projet pour l'enfant. Alors, une première observation serait de dire que l'évaluation est fournie au juge des enfants par le service compétent et que la loi ne définit pas quel est ce service compétent, donc à qui incombe finalement cette obligation. Alors, la lecture des travaux parlementaires fait penser que cette évaluation sera contenue dans le rapport adressé par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance en vue de l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative ou dans les rapports à l'échéance d'une mesure d'AEMO ou de MJE. Or, l'enjeu est que ces évaluations soient réalisées dans un temps compatible avec le temps de l'enfant, et ça suppose une adaptation des pratiques, une articulation parfaite entre les acteurs. Et ça rejoint une seconde observation qui porte sur l'appréciation de la notion d'urgence. Au-delà de la question de maltraitance physique, qui là, je pense, peut plus facilement faire l'objet de consensus, l'appréciation de la notion d'urgence par l'ensemble des professionnels concernés sera tout à fait déterminante pour l'application de ces dispositions. Par exemple, il y aura sans doute matière à une réflexion partagée, peut-être sur les territoires ou au niveau national, entre les professionnels sur cette notion et par exemple sur la situation de certains jeunes qui risquent de voir leur développement durablement compromis si on les maintient trop longtemps dans un environnement carencé pour des raisons inhérentes à l'évaluation, ou l'idée peut-être d'une urgence, qui peut être une urgence développementale. Ensuite, afin de favoriser le placement chez un tiers digne de confiance ou un membre de la famille, la loi prévoit, en l'absence de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, qu'un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme habilité informe et accompagne, dit le texte, le membre de la famille ou le tiers à qui l'enfant a été confié. C'est effectivement le résultat d'un manque qui avait été signalé dans plusieurs recherches. Il est difficile pour l'instant de voir à quelles prestations ou mesures existantes cette information et cet accompagnement peuvent se rattacher. Ce que l'on sait, c'est que le référent ainsi désigné est aussi chargé de la mise en œuvre d'un projet pour l'enfant. Un décret est prévu, il sera nécessaire pour préciser les objectifs
et le contenu de cet accompagnement avec des questions notamment autour de la place de chacun. Est-ce que cet accompagnement s'adressera uniquement à l'accueillant, comme le législateur le laisse entendre dans cette formulation, ou quelle est la place de l'enfant dans cet accompagnement et bien sûr, quelle est la place de ses parents? Une autre question se pose, là on parle d'un accompagnement a priori dans un cadre administratif à défaut d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Qu'est-ce qu'il adviendra en pratique en cas de non-adhésion du tiers en question au soutien qui lui est ainsi proposé? Est-ce que ça remettrait en question la décision de placement tiers de confiance? Est-ce qu'il y aurait signalement, demande d'assistance éducative en milieu ouvert? Et dans ce cas-là, pour quel motif? Enfin, la loi complète les dispositions concernant la possibilité pour le juge des enfants de prévoir un droit de visite en présence d'un tiers si l'intérêt de l'enfant l'exige. Effectivement, c'est une possibilité qui existe déjà évidemment dans le cadre de n'importe quel placement. Et ici, il est précisé que lorsque l'enfant a été confié à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille, le juge pourra désigner soit le service de l'aide sociale à l'enfance, soit un service chargé d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour accompagner ces visites. L'idée de cette disposition, c'est d'éviter le risque de se heurter à un refus d'accompagnement des visites par ces deux services. Et cela peut constituer un levier supplémentaire favorisant le placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, puisqu'il était aussi question que c'était un des écueils au placement chez un tiers digne de confiance. En second lieu, quand on parle des ressources autour de l'enfant, des personnes ressources autour de l'enfant, il faut s'attarder sur les dispositions qui visent à renforcer les personnes présentes dans l'entourage de l'enfant, notamment en parallèle à un accueil institutionnel. Alors, de nombreuses recherches, évidemment, mettent en évidence le faible capital social, le risque d'isolement des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. La loi du 7 février cherche à ce que les jeunes bénéficiant d'un accueil institutionnel soient davantage entourés. Il y a d'abord la proposition systématique d'un parrainage. Le principe qui est posé par la loi, c'est une proposition systématique pour tout enfant pris en charge, dit le texte, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Et le texte conditionne toutefois la mise en œuvre de ce parrainage à une évaluation préalable de la situation, à l'accord des titulaires de l'autorité parentale et au respect de l'intérêt de l'enfant. Le parrainage, on le sait, résulte d'une tradition ancienne qui a fait l'objet d'une lente reconnaissance institutionnelle. Il est défini là dans la loi comme une relation durable, coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagé régulier entre l'enfant et le parrain ou la marraine. La loi précise donc que ce type de parrainage passe par une association et ensuite elle renvoie à un nouveau texte réglementaire le soin de définir les principes fondamentaux du parrainage d'enfants et les modalités d'habilitation de ces associations. Ce décret, on s'en rend compte, sera utile parce qu'il va falloir préciser le rôle de chacun dans cette organisation dans la mesure où la loi prévoit une compétence commune pour l'instant de l'association de parrainage et du service de l'aide sociale à l'enfance, non seulement pour informer, pour accompagner, mais aussi pour contrôler les parrains et marraines. Un point d'attention parmi d'autres à ce sujet, la désignation du parrain est dans ce texte assurée par le président du conseil départemental et ne mentionne pas expressément l'accord de l'enfant comme une condition à la mise en œuvre du parrainage. On parle du respect de l'intérêt de l'enfant, mais pas de l'accord de l'enfant. Alors ça peut apparaître un petit peu, ce type de rédaction peut apparaître un petit peu en contradiction avec l'idée première du parrainage, qui est celle d'une rencontre librement choisie et construite par les deux principaux acteurs, que sont donc l'enfant et le candidat ou le parrain ou la marraine. À la proposition de parrainage s'ajoute également la proposition d'un mentorat à partir du collège, que la loi rend également systématique à partir du collège, donc proposition également systématique. Le mentorat est défini dans la loi comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel, dont l'objectif est de favoriser le développement de l'enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Alors, cette définition légale ne mentionne pas expressément l'aspect soutien scolaire ou aide à l'insertion sociale et professionnelle fournie aux jeunes par le mentor, mais on peut faire un lien entre cet amendement gouvernemental et le lancement en 2021 du dispositif Un jeune, un mentor, qui est porté par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
Et ce dispositif-là vise plus clairement la lutte contre les inégalités sociales, ainsi que l'accompagnement des jeunes dans leur choix d'orientation ou en matière d'insertion professionnelle. L'idée, c'est que le mentor met ainsi à disposition du jeune son expérience et ses réseaux à raison de quelques heures par mois. C'est ça dont il est question dans la relation de mentorat. Comme pour le parrainage, il existe bien sûr des associations, des fondations, des collectifs sur lesquels les conseils départementaux devraient pouvoir s'appuyer pour la mise en œuvre de ces dispositions. Les questions qui se posent, c'est autour de, par exemple, y aura-t-il la mobilisation de la société à la hauteur des enjeux et des besoins, que ce soit en termes numériques, en termes de nombre d'enfants à accompagner, mais aussi en termes de qualité et de fiabilité des liens ainsi créés avec des enfants qui ont des besoins souvent particuliers en matière affective. Dernier point sur l'entourage de l'enfant, la désignation d'une personne de confiance majeure, qui est une autre façon également d'enrichir l'entourage des enfants protégés. Donc une nouvelle disposition du Code de l'action sociale et des familles, introduite par la loi, permet à un enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance de désigner une personne de confiance majeure qui, le texte dit, pourra l'accompagner dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie. Donc on comprend par exemple à l'entretien de préparation à la majorité prévu par le Code. Cette personne de confiance peut être un parent ou toute autre personne. D'accord. Ou toute autre personne au choix de l'enfant. La loi prévoit que cette personne est désignée par l'enfant en concertation avec l'éducateur référent. Le texte précise que les modalités de cette désignation seront fixées par décret. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y aura peut-être besoin de préciser, par exemple, qui aura le dernier mot si l'éducateur référent n'est pas d'accord avec l'enfant sur la confiance qu'il faut accorder à telle ou telle personne de son entourage pour la désignation de cette fonction. À cet égard, on peut préciser que cet article fait écho à d'autres dispositions qui existent dans le Code de l'action sociale et des familles à l'article L223-1, par laquelle toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie peut être accompagnée de la personne de son choix dans ses démarches auprès du service. Et ce texte, ce qui est intéressant de relever, c'est que ce texte prévoit une exception puisque le service avait aussi la possibilité de proposer un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. Et curieusement, la loi du 7 février 2022 ne semble pas ouvrir cette possibilité pour l'instant concernant des enfants protégés. Voilà pour, je ne vais pas m'attarder davantage, même s'il y aurait d'autres choses à dire sur cette notion de personnes ressources et de ressources autour de l'enfant à préserver. Et voilà pour l'essentiel de ces dispositions relatives à l'environnement de l'enfant. Et je cède la parole donc à ma collègue Anne sur la seconde partie.